Bonjour à tous. Je suis Célia Pénavert, je suis journaliste à la rédaction des Échos. Je suis ravie de vous accueillir ici. Voilà, j'ai droit à mon petit selfie de début de conférence. Merci Carole. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Carole Juge, qui vous l'avez compris, va aussi vous parler de réseaux sociaux parce que ça fait partie de son business. Et qui est la fondatrice de June. Alors June, c'est une marque qui a été créée en 2016, qui fait des couches, des cosmétiques, des textiles pour bébés, sur un système d'abonnement sur mesure. Mais le principe, c'est que toi, tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu as créé June, d'où est venue cette idée et comment ça se passe. Et on n'a que 15 minutes pour Mais faire tout ça. oui, mais D'accord, ça va le va être faire. très Après, facile. ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin, on va échanger toutes les deux, et puis à la fin, ce sera à vous de poser des questions. Donc n'hésitez pas à noter vos questions et le micro sera à vous après. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Le pourquoi du comment de June, j'ai essayé de faire court. J'ai pas du tout un profil traditionnel. Moi, je viens pas du tout du monde du business. J'ai une thèse en littérature, j'étais comédienne, j'étais écrivain, donc rien à voir avec de près ou de loin l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien le rappeler, parce que j'ai souvent des néo-entrepreneurs qui viennent me dire ouais, mais je sais pas si je peux. Et en fait, si, c'est comme dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner, et bah tout le monde peut monter une entreprise. Pourquoi June? J'avais pas d'enfant en plus à l'époque. J'ai créé June parce qu'il y avait un marché, une vraie inquiétude de la part des parents sur les produits qu'ils utilisaient pour leurs enfants et très peu de réponses en fait des marques en phase 2. Beaucoup de marketing, mais finalement le marketing c'est la science de l'inexactitude. Donc le but du jeu, c'était de se dire comment est-ce qu'on est capable d'amener quelque chose de véridique, de puissant, de pérenne, qui va amener de la réassurance et qui va un peu faire bouger les lignes. Alors ça paraît un peu bullshit quand je dis comme ça, je vais rentrer dans le concret. Comme moi j'ai fait une thèse de littérature, j'aime bien chercher loin, profondément les informations et je pars du principe que rien n'est vrai tant que j'ai pas 2, 3, 4 sources différentes qui me disent ça c'est vrai. Dans l'hygiène, il y a très peu de réglementation. En cosmétique, il y en a un peu plus. Dans l'hygiène, il y a très peu de réglementation. Et ce qui fait que dans les couches pour bébé, par exemple, tout le monde peut faire absolument n'importe quoi. Vous n'avez pas d'autorisation de mise sur le marché, vous n'avez pas de dossier à remplir en amont, de phase, etc. C'est assez flexible, voire trop flexible. Et donc, on a créé une couche comme ça. Donc j'ai créé la société en décembre 2016 et on a lancé notre premier produit en juillet 2017. Et un an après, on a été classé meilleure couche de France par 60 millions de consommateurs. Et après, à nouveau, par la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des fraudes et de la concurrence. Et ensuite, par l'ANSES et Le Parisien. C'est pas pour ça que je suis là, je précise. Et pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu envie de faire un produit pour faire un produit. Je me suis dit, il faut trouver le moyen de faire ce produit de la manière la plus responsable, raisonnable, comme si on avait une législation excessivement contraignante qui nous obligeait à faire les choses bien, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Et en fait, en faisant ça, on a créé un produit qui a vraiment chamboulé le marché, puisque après l'étude de 60 millions de consommateurs, d'un seul coup, toutes les autres marques d'hygiène bébé se sont dit, alors certaines se l'étaient déjà dit, mais d'autres se sont dit, en fait, c'est important et ça intéresse les gens et c'est un truc qu'il faut faire. Et c'est vrai que nous, je dis nous, c'est le syndrome de l'associé solitaire, mais j'ai toujours eu envie de pouvoir dire, vous n'avez pas besoin de me croire, vous allez me croire parce que je vais vous donner accès systématique à toutes les informations sur vos produits, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec la couche. Et après, en 2020, je me suis dit, faut aller un cran au-dessus. Donc en 2020, on a lancé une plateforme qui s'appelle Doors, qui est une plateforme de traçabilité basée sur une technologie blockchain. Alors maintenant, en 2022, la blockchain, on comprend à peu près mieux ce que c'est. Le Web 3, on se dit pas... qu'est-ce donc? On comprend qu'on peut avoir une paire de baskets dans le métaverse, que ce n'est pas des vraies baskets qu'on a à nos pieds. J'ai une conversation fascinante avec un patron d'usine comme ça qui a duré une grande heure sur les baskets dans le métaverse et les baskets qu'on prend en forêt. Ce ne sont pas les mêmes baskets. Mais en 2020, c'était quand même beaucoup plus obscur. Et donc, il a fallu expliquer à l'intégralité de mes fournisseurs, mes fabricants, mes partenaires, ce que c'était que la blockchain et pourquoi c'était pas dangereux et pourquoi ça allait vraiment révolutionner la traçabilité.
qualité. Et donc, on a développé un outil qui permet à n'importe quelle personne qui travaille avec nous de dire « Bonjour, moi je suis le fournisseur de telle matière première, j'en ai livré tant, elle vient de telle ville, elle est arrivée à telle heure dans l'usine. Et ensuite, j'ai mon usine qui me dit « Bah ouais, moi j'ai bien réceptionné ça, et j'ai pris cette matière première, cette matière première, et j'ai fait un produit. Et derrière ce produit, je l'ai envoyé à la logistique à Lille. Et après, la logistique me dit « Bah ouais, moi je l'ai bien reçu. Et puis après, hop, je l'ai envoyé à Madame Michu qui habite... Et c'est des infos qui sont accessibles à l'utilisateur final, enfin au client final? Alors, ces infos qui sont accessibles au client final, mais qui sont accessibles, alors comme maintenant on a commencé à distribuer, notamment chez Monoprix en pharmacie, à n'importe quel client qui va dans n'importe quelle pharmacie, prend son téléphone, il scanne un QR code. Grâce au Covid, on sait scanner un QR code. Parce que personnellement, avant le Covid, je ne savais pas. Et donc, c'est vrai que grâce au Covid, on sait scanner un QR code. Et avec le QR code, vous avez l'intégralité de la chaîne. Parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir un produit fait en France. On peut faire un produit en France avec des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde. On peut faire un produit en France, parce que la définition du Made in France juridique, elle est un petit peu soft. Donc, vous pouvez faire un produit en France avec des choses qui viennent du Brésil, d'Asie, avec des impacts carbone qui peuvent être dramatiques pour le monde. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur le parcours d'entrepreneur. Là, on a bien compris le produit, le concept. Donc, tu as une super idée. Tu te dis, je vais rentrer sur ce marché. Comment ça se passe concrètement? Comment tu finances ça? C'est quoi le déclic? À quel moment tu dis, allez, j'y vais, je fonce? Alors en fait, c'est un peu un double déclic. Ma première boîte, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est pas grave, fais-le toi, prends un prêt toi-même avec une banque traditionnelle. Lance ton truc, et puis en fait quand le projet se casse la gueule de manière phénoménale, je dois rembourser un prêt. À l'époque, je suis prof à l'université, je gagne 1700 balles par mois, donc je me retrouve interdit bancaire. Enfin bref, la catastrophe absolue quoi. Après 10 ans d'études, ça fait un peu chier en vrai, hein, je vais pas vous le cacher, d'autant plus que j'ai quand même une grande partie de mes copines qui, elles, ont fait des grandes écoles. Et donc, c'est sûr que, bon, voilà, déjà, j'étais un peu la littéraire du groupe, donc on m'excusait le fait que j'ai pas de thunes. Bon, là, j'ai essayé de monter une boîte et en plus, je me suis plantée. Je vous avoue que j'ai quand même eu beaucoup de regards de... En même temps, tu t'attendais à quoi? Donc, je m'étais jurée de ne pas y retourner. Et finalement, 6 mois plus tard, c'est comme tout, après une rupture amoureuse, plus jamais. Puis en fait, ah si, quand même. Et en fait, l'idée de June m'est venue... J'étais en contact avec The Family à l'époque, qui me disait « Ah, c'est dommage, tu connais vachement bien le milieu de l'enfance et tout, même si t'es pas maman, puis t'as la pêche et t'es très, 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 très rigoureuse dans ton travail. T'as pas une idée, mais cette fois-ci, vraiment très produit, quoi. » Et je dis « Bah si, il y a un truc à faire sur les produits qu'on utilise. » Le produit, en l'occurrence, là, c'était la couche, parce qu'il y avait ce vide juridique qui moi, me était un non-sens, quoi. Et là, à ce moment-là, je dis bah ok, je fais un business plan. Donc j'avais appris à faire un business plan avec ma première boîte. Donc, un business plan, c'est de la recherche, hein. Donc ça, c'est ma partie que je préfère. En fait, il faut lire des tonnes de trucs et faire un très beau rapport qui dit voilà pourquoi il faut absolument faire cette boîte. Après, il faut faire des Excel. Même si je suis une littéraire, mon père est prof de maths, donc autant vous dire que les maths, j'adore ça, donc ça me gênait pas non plus. Et voilà, et on part comme ça, et à travers le réseau de Family, on lève un peu de blé pour financer une première production. Tu as quand même une première levée de fonds tout de suite? Ouais, parce que pour financer de la production, c'est plus facile. Et de toute façon, comme j'étais... Alors, la différence entre ma première et ma deuxième boîte, c'est la radicalité de mon engagement. Sur ma première boîte, je pense que j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. J'étais une nana, j'y connaissais rien, je faisais de la littérature, ça marchait pas, quoi. Pour beaucoup de gens, c'était un peu idiot, et moi-même, je me disais, bah, si les gens pensent que c'est idiot, c'est que ça doit être idiot. Même mon mec de l'époque trouvait ça idiot. Donc je me dis, il y a vraiment un cumul de gens qui pensent que je ne suis pas faite pour ça. Et donc, j'ai pas osé prendre les décisions importantes. J'ai pas osé dire non, j'ai pas osé dire stop, j'ai pas osé dire ça me va, ça va pas. Et quand la deuxième aventure est arrivée, je me suis regardée, je me suis dit, ça ne marchera pas si tu ne fais pas les choses en disant aux gens d'aller se faire foutre. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est... Cette citation est horrible. Si elle finit sur Twitter, ça va être un carnage. C'est fini là, c'est bon. Ça va être c'est filmé. Hein. Mais non, mais je me suis dit, ne fais aucun compromis.
parce que tu as fait trop de compromis sur ta première boîte et c'est comme ça que tu t'es planté. Donc tu fais 0 compromis. Et la première chose que j'ai dit quand on a fait le premier BP, c'est je vous préviens, moi je suis interdit bancaire, donc je dois me payer parce que sinon je ne survis pas et parce que sinon je vais aller bosser, je vais aller faire autre chose à côté. Ce sera de la transparence radicale et j'en ai rien à foutre du nombre de gens qui nous attaqueront, ce sera ça et pas autre chose. Et ce sera fait de cette manière et ce sera fait comme moi je veux. Parce que vous partez du principe que vous venez me dire que mon expertise elle est incroyable, etc. Et je suis d'accord avec vous. Et c'est moi qui vais mettre la sueur de mon front. Ça fait 6 ans que ma charge mentale, elle est à 3000, qu'elle ne s'arrête jamais. Et je maintiens ce non au compromis. Ça ne veut pas dire que j'écoute personne. Alors, en effet, je suis associée seule, mais j'ai des investisseurs, j'ai un comité de direction. Heureusement que j'écoute les gens, parce que sinon, je suis une folle dans ma tour d'ivoire et puis ça ne marche pas. Mais c'est hyper important de rester vraiment impliqué, marqué par les valeurs, le pourquoi vous avez décidé de faire ce truc. Et ça, c'était le gros learning entre la première et la deuxième boîte. Alors, comme tu parles de learning, c'est quoi, selon toi, les clés de succès qu'il faut retenir, que tu aurais envie de partager avec notre public? Il y en a plein. Ou alors, oui, à l'inverse aussi, les trucs que tu ne referais pas pareil. Sur ma deuxième boîte, on en a parlé de l'échec. Sur ma deuxième boîte, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Non, en vrai, parce que j'ai fait tellement de merde sur ma première boîte que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Non, mais alors, le travail ne paye pas toujours, mais si ça paye un jour, il y a forcément beaucoup de travail en amont. Ça, on peut pas bypasser ça, quoi. Il y a un côté très hype dans le fait d'être entrepreneur. C'est beaucoup de bullshit. Être entrepreneur, c'est en chier du jour au matin, le week-end, le soir, les vacances. Ça veut dire avoir un énorme système de soutien autour de soi et un très gros mental. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut avoir de l'argent, mais il faut vraiment être solide dans sa tête et avoir autour de soi des gens relativement dans le soutien. Pas 100%, mais quand même, voilà. C'est un marathon qui se court comme un sprint tous les jours. Donc c'est épuisant et il n'y a pas de jour de repos de lendemain. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Et je donne en même temps le même conseil, la version, la face nord de cette montagne, qui est, il y a énormément beaucoup de vertus dans le salariat. Il ne faut pas vouloir être entrepreneur parce que c'est cool d'être entrepreneur. Parce que se dire, je vais réussir en tant qu'entrepreneur, c'est quoi réussir pour les gens? Il y a des gens pour qui réussir, c'est pouvoir s'acheter des yachts ou des jets. Il y a des gens pour qui réussir, c'est juste pouvoir faire manger leur famille et partir vraiment bien en vacances et se faire un peu kiffer. Et c'est quoi réussir? Ça dépend de plein de choses. On peut monter des boîtes pour les revendre, on peut monter des boîtes pour les garder en famille, on peut monter des boîtes parce que c'est le projet du moment, puis au bout de 5 ans, on passe à autre chose. Donc, il n'y a pas une seule façon de réussir et je pense que c'est important de se poser cette question-là en amont. Pourquoi je le fais? Parce qu'en fonction de cette réponse-là, soit l'entrepreneuriat est une bonne réponse, soit ça ne l'est pas. Et le salariat a énormément de vertus aussi. Et ça, je me permets de le dire parce que derrière un entrepreneur, moi j'ai 50 personnes au bureau de June qui sont toutes incroyables, il y a des garçons aussi, qui sont vraiment tous incroyables. Et c'est hyper important de rappeler ça, quoi. Moi, toute seule, je suis juste une meuf un peu folle avec des idées, quoi. Si j'ai pas une armée opérationnelle derrière pour m'aider à les exécuter, ça fonctionne pas. Donc je rappelle quand même ça. Donc le deuxième point, c'est savoir s'entourer. Savoir s'entourer soit d'associés, mais moi j'ai pas d'associés, ou soit de gens avec qui on a envie de travailler. Ce qui fait la réussite d'un projet, c'est la qualité évidemment du projet, mais c'est surtout et principalement la qualité de l'exécution. Le même projet A, projet B, vous pouvez avoir des exécutions pourries, vous pouvez avoir des exécutions incroyables. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une exécution incroyable sur un projet pourri, ça ne va pas sauver le truc. Mais ça peut endiguer un peu le sujet. Et il faut être très résilient. Résilience, patience, parce que ça peut marcher très vite, très bien, et après ça peut se casser la gueule, ça peut mettre très longtemps à marcher. On peut prendre toute une vie pour réussir. Donc il faut avoir cette résilience-là, cette patience-là. Alors j'ai très peu de patience, mais j'ai beaucoup de résilience, donc ça compense. Mais voilà, mais j'en ai plein des conseils parce qu'il y en a plein, quoi. Ils vont t'en demander d'autres. On va garder le mot résilience parce que c'est un mot qu'on a entendu ce matin aussi pour ceux qui étaient là. Voilà, je pense que c'est vraiment la clé pour réussir ces projets, en tout cas d'entreprise.